sont à plaindre parce qu'ils peuvent nous tuer, mais ils peuvent pas nous vaincre. Ne crois pas que je t'engraine, on fait partie de la solution, partie du problème. Que tous les points se dressent, le vent souffle sur les braises quand le peuple se lève. Et on n'a rien à craindre, je vous parle d'un feu que personne ne peut éteindre. C'est eux qui sont à plaindre parce qu'ils peuvent nous tuer, mais ils peuvent... Il y a un paradoxe apparent, c'est que les politiques néolibérales sont responsables de la crise, ça c'est clair, mais en même temps, si je peux employer cette expression, ces politiques néolibérales aujourd'hui se renforcent, alors qu'on aurait pu penser que, étant mises en difficulté par la crise, elles auraient été remises en cause. Eh bien non, c'est pas ce qui se passe, en tout cas, l'expérience actuelle politique, mais les quinquennats précédents, hélas, sont dans le même sens, démontrent le contraire. Alors, ça sera une présentation très courte, qui va se centrer principalement sur la dimension macroéconomique, la politique économique de Macron. Et tout à l'heure, nous aurons une présentation qui sera orientée sur un autre domaine, je crois, Éric Piolle. Voilà. Donc moi, je vais plutôt me centrer sur la partie macroéconomique, c'est-à-dire sur la manière dont le gouvernement actuel pratique l'austérité budgétaire et manipule l'instrument fiscal pour modifier d'une certaine manière bien claire la distribution des richesses dans notre société. Et la deuxième idée, c'est que j'essaierai, ayant fait ce constat, d'essayer d'expliciter ce qu'on pourrait appeler le logiciel de Macron, c'est-à-dire, en fait, il présente souvent sa politique comme étant celle du nouveau monde, mais en réalité, on s'aperçoit qu'il reprend un logiciel déjà utilisé depuis plusieurs décennies, depuis les années 80, et que ce logiciel, bien qu'ayant montré ses limites et son impasse, eh bien, continue malheureusement de s'imposer. Et il n'y a pas qu'en France que cela se passe. Alors, en fait, l'objectif affiché de Macron, comme des précédents présidents d'ailleurs, c'est relancer la croissance, réduire le chômage. Car en effet, ça a été montré tout à l'heure par la présentation notamment de Jean-Marie, c'est que nous vivons une phase de décélération de la croissance et de montée du chômage massif. Le contexte européen étant particulièrement clair là-dessus, nous sommes une des régions du monde, l'Europe, l'Union européenne et la zone euro en particulier, la plus déprimée et la plus marquée par la montée d'un chômage massif. Voilà. Alors, ce qu'il faut montrer, et ce qu'on a essayé de montrer dans un ouvrage collectif qu'on a publié qui s'appelle L'imposture Macron, c'est que cette politique est en réalité tout à fait boiteuse. En tant qu'économiste, macroéconomiste, on est frappé de voir les grands déséquilibres qui existent, qui ne sont pas le fait d'incompétence d'ailleurs, mais tout simplement le fait d'autres objectifs que ceux qui sont effectivement affichés. Qu'est-ce qu'on voit? On voit premièrement que, et ça a été annoncé, sur la durée du quinquennat, une baisse des dépenses publiques de 60 milliards d'euros. Quelles sont les trois administrations? Comment ça va se partager entre les trois administrations publiques? Eh bien, l'État va avoir une dépense publique qui va baisser de 25 milliards, les organismes de sécurité sociale de 25 également, et les collectivités locales de 10. Et un des éléments de réduction de la dépense publique, c'est la suppression d'emplois publics estimés à 125 000. Baisse de 125 000 emplois publics sur la durée du quinquennat. Mais en parallèle, pour montrer que cette politique est dynamique, orientée vers la croissance, eh bien, il y a deux autres volets de la politique macroéconomique de Macron et de son gouvernement. C'est l'idée de faire un plan d'investissement de 50 milliards d'euros qui est dans les technologies, l'éducation, la transition. Et d'autre part, volet numéro 3, des réductions d'impôts de 40 milliards d'euros qui sont annoncées, qui sont déjà mises en pratique. Ce programme n'est pas financé, ou il est déséquilibré. Parce que dans la diapositive précédente, vous voyez qu'on a des économies de 60 milliards, qui sont donc une baisse des dépenses, mais on a aussi des réductions d'impôts donc ces dépenses, si vous voulez, ces baisses de dépenses, en contrepartie, vous allez avoir un plan d'investissement et des réductions d'impôts. Donc vous avez 90 milliards en quelque sorte
sous forme de réduction d'impôts et de dépenses supplémentaires, qui sont supposées être financées par 60 milliards de baisse de dépenses publiques. C'est totalement déséquilibré. Alors, quelle est la réponse? Ah, mais vous allez voir, comme la croissance va reprendre, comme l'économie va être dynamisée par notre politique, notamment les réductions d'impôts et le plan d'investissement, tout ira bien. Évidemment, pour nous, c'est quelque chose qui est pour le moins douteux, pour ne pas employer un mot plus fort. C'est clair que ce programme-là, cette dimension macroéconomique du programme, n'atteindra pas ses objectifs. Par contre, ce qui est certain, et c'est ça là-dessus que nous insistons, hein, c'est le fait que la politique actuelle est faite de manière à, en effet, ajuster l'économie française. L'économie française tente de s'ajuster d'une manière assez drastique en faisant porter l'effort principalement sur les populations les plus fragiles et se traduisant, comme on va le voir, par une montée des inégalités. Et donc, le bénéfice de la politique qui va être menée profitera principalement à ce que le président lui-même a appelé les premiers de cordée. En effet, et là je vais me focaliser sur la politique fiscale de Macron, c'est qu'on a une politique fiscale qui peut se caractériser comme étant une politique de redistribution à l'envers. Ça a été dit dans plusieurs autres, je crois, ateliers ou séminaires, hein, déjà hier en particulier, c'est qu'un des objectifs de l'impôt, de la fiscalité, de tout temps, en tout cas depuis la Révolution française, la fiscalité c'est un instrument de redistribution, au sens où eh bien, l'argent doit pouvoir, ou les richesses doivent pouvoir circuler et se transférer des plus riches vers les moins riches de manière à réduire les inégalités. Or, que se passe-t-il? C'est que dès la première année du quinquennat de Macron, nous assistons déjà sur les 40 milliards d'annonces de baisse d'impôts, 20 milliards déjà de baisse sont mis en œuvre. Alors, quels sont ces... Et ces 20 milliards, ces 20 milliards sont essentiellement concentrés sur les catégories les plus riches et sur les entreprises. Alors il y a un tableau, je ne sais pas si vous voyez, si je crois qu'il est visible, j'espère, qui résume les principales dispositions fiscales de baisse d'impôts hein, de 2018, dans la loi de finances de 2018. Donc vous avez un total, vous voyez, de 20 à 24 milliards d'euros. La principale mesure du côté des particuliers, c'est la fameuse réforme et la suppression de l'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune, qui représente un coût pour l'État, un manque à gagner de 3,5 milliards. Vous avez aussi plusieurs dispositions, j'en ai mis que quelques-unes, hein, car elles sont nombreuses en fait, mais il y en a une autre qui est aussi emblématique, c'est l'instauration d'un impôt proportionnel sur les revenus financiers. C'est-à-dire que on décide que les prélèvements obligatoires sur les revenus financiers ne seront plus progressifs. Vous savez que l'impôt sur les revenus en France est un impôt en principe progressif, avec une tranche supérieure de 45%. Et bien là, en plafonnant et en limitant à 30% les prélèvements sur les revenus financiers, on permet aux plus riches, qui sont les principaux bénéficiaires des revenus financiers, les détenteurs d'actifs financiers, de ne pas être soumis à la progressivité de l'impôt sur le revenu. Donc, vous voyez l'importance de cette mesure, non seulement sur le plan budgétaire, mais sur le plan symbolique, hein, sur le plan de ce qu'elle représente par rapport à la fiscalité et son rôle. De même qu'on parlait tout à l'heure du rôle des distributions massives de dividendes, la suppression de la taxe sur les dividendes. Et là, ces derniers temps, c'est pas dans le tableau, au mois d'avril, Macron a annoncé, d'ailleurs à l'étranger, pour dire, voyez, moi, je vais attirer les capitaux étrangers, eh bien, la suppression de ce qu'on appelle l'exit tax, c'est-à-dire l'impôt qui est prélevé sur les entrepreneurs ou les détenteurs d'actifs qui délocalisent leur activité à l'étranger, eh bien cet impôt est supprimé. Donc, si vous voulez, il y a vraiment une volonté de favoriser au maximum, en quelque sorte, les détenteurs du capital, et du capital financier en particulier. Et l'autre élément, évidemment, encore plus massif, c'est la volonté de baisser, la réalisation d'un mouvement de baisse de l'impôt sur les sociétés, du taux d'impôt sur les sociétés, qui était à 28%, qui passera à 25% cette année, déjà c'est en application, et dans le quinquennat, l'objectif c'est 22%, pour essayer de s'aligner sur les pays européens, ou sur ce qu'on appelle la moyenne européenne, qui est un peu plus basse qu'en France, et là, Macron, en quelque sorte, se lance dans la course à la baisse, au moins-disant fiscal,
soi-disant, encore une fois, pour attirer les capitaux en France, et donc pour favoriser la croissance. Mais alors, pour faire passer la pilule, vous le savez, il y a eu 2 ou 3 dispositions qui ont été prises par le gouvernement pour essayer de dire, ben regardez, très bien, on favorise les riches, on leur donne les entreprises, on leur fait une redistribution à l'envers, mais en fait, regardez, on fait aussi d'autres ajustements qui vont permettre bien de compenser en partie ces manques à gagner, ou en tout cas ces cadeaux fiscaux. Eh bien, le premier volet, c'est la baisse des cotisations sociales, qui est compensée par une hausse de la CSG. Donc, ce n'est pas vraiment un cadeau, de ce point de vue-là. Et sachant que cette CSG va peser pleinement sur les retraités qui ne bénéficieront pas de la baisse des cotisations sociales. Donc, vous avez vu tout le débat qui a été lancé à partir de cela. Et de la fiscalité locale, c'est-à-dire la suppression annoncée de la taxe d'habitation, en commençant cette année par la suppression pour 80% des assujettis. Alors, cette mesure est une mesure extrêmement perverse et en trompe-l'œil. Parce que déjà, une grande partie des Français sont exonérés, 60% de la taxe d'habitation, donc l'augmentation du pourcentage n'est pas énorme, de 60 à 14%, mais surtout, le caractère pervers, c'est que ça fait un manque à gagner de 10 milliards d'euros sur les collectivités locales qui devraient être compensées comme cela a été annoncé, mais en réalité, on le voit bien, les précédentes réductions d'impôts dans les quinquennats précédents, on pense à la taxe professionnelle, par exemple, sous Sarkozy, ils n'ont pas vraiment été compensés. Donc on peut penser, sans risque de se tromper malheureusement, que là, il y a vraiment quelque chose de particulièrement pervers pour les collectivités locales, avec des conséquences extrêmement douloureuses, je pense, pour les citoyens au niveau local. Ce que je veux dire, c'est que Macron a habillé sa présentation en disant, voilà, moi je suis l'homme du nouveau monde, l'homme du renouvellement, de la redynamisation de l'économie française. En fait, son logiciel, il n'est pas nouveau, c'est celui qui a été pratiqué depuis les années 80 par Thatcher et Reagan. Hein, c'est-à-dire des politiques fondées en particulier par des baisses massives d'impôts, et Trump ne fait pas autre chose aujourd'hui aux États-Unis. D'accord ? Et on sait que ces politiques ont eu comme effet, notamment, tout à fait aujourd'hui évident et reconnu par tous et toutes, c'est traduit par une montée spectaculaire des inégalités dans ces pays, à commencer par la Grande-Bretagne et les États-Unis. Donc ça, c'est une conséquence. La politique de Macron nous entraîne vers une politique de ce type-là. J'ai oublié de donner ce chiffre, hein, qui a été cité par un organisme que vous connaissez peut-être, qui s'appelle l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques, qui a montré que plus de 50% des baisses d'impôts de cette année, hein, donc quelques 10 milliards allant vers les ménages, eh bien, étaient concentrés sur les 10% les plus riches. Donc 50% des baisses d'impôts cette année sur les particuliers profitent aux 10% les plus riches, et qui ne contribuent sérieusement, évidemment, à écarter la distribution des revenus entre les déciles inférieurs, par exemple les 10% les moins riches, et les 10% les plus riches. En France, cette année, on pense qu'en effet, le pouvoir d'achat des plus riches va augmenter sérieusement, suite notamment à ces opérations fiscales, et qu'en revanche, le pouvoir d'achat des populations les plus fragiles, en bas de l'échelle des revenus, va se dégrader. Là, c'est une chose qui est maintenant assez bien documentée, même s'il y a une polémique entre le gouvernement d'ailleurs et les institutions comme l'OFCE à ce sujet. Quel est puisqu'on parlait tout à l'heure de logiciel, quel est le logiciel qui est mis en avant? C'est le fameux effet de ruissellement qui a été inventé sous Reagan d'ailleurs, hein, qui est de dire, par les économistes qui entouraient l'équipe Reagan, c'est-à-dire de dire, bien plus, si on enrichit les plus riches, eh bien, il y aura un effet bénéfique à l'ensemble de la population, au sens où les plus riches, étant plus riches, vont dépenser davantage, vont investir davantage, et ce qui favorisera l'ensemble de la population. Comme ça a été montré ce matin, on ne peut pas dire que le taux d'accumulation productive en particulier, le redémarrage de l'investissement sous l'ère néolibérale ait été particulièrement important. Donc, en réalité, ces politiques n'ont pas vraiment donné cours, n'ont pas apporté l'effet attendu, c'est plutôt un effet de ruissellement à l'envers, ces produits. C'est-à-dire que l'argent est pompé du bas et remonte vers le haut. C'est pour ça qu'on parle d'une redistribution à l'envers. L'autre concept qui est souvent mis en avant par les économistes, notamment qui entourent d'ailleurs Emmanuel Macron, en ce moment en France, c'est le concept d'économie de l'offre. C'est de dire, voilà, si on stimule l'offre en
en augmentant les marges des entreprises, en enrichissant les plus riches, ça va dynamiser l'offre, c'est-à-dire l'appareil productif. Les entreprises vont être incitées à investir davantage. Or, les travaux économiques montrent, je crois, on peut le dire d'une manière assez consensuelle pour le coup, qu'on soit dans la tranche des néolibéraux ou la tranche des économistes, disons, plus contestataires ou keynésiens et autres, que le profit est un déterminant secondaire de l'investissement. Ce qui est le déterminant principal, c'est la demande adressée aux entreprises. Or, quand vous avez une politique qui pèse sur les revenus de la majorité de la population, qui pèse via la réduction des dépenses publiques sur une grande partie donc, de la population aussi, eh bien, ce n'est pas le plan d'investissement très très modeste de 50 milliards qui va compenser cela. Et donc, on peut penser que la demande adressée aux entreprises ne sera pas particulièrement dynamique dans la période future, et donc contribuera probablement à faire échouer l'objectif de relance de l'activité économique en France, et donc de relance de l'emploi. Donc c'est probablement, enfin, le pronostic que nous faisons, c'est que cette politique est de toute façon, tout à fond, vouée à l'échec. Donc l'économie de l'offre, c'est un concept assez vieux, hein, qui est aujourd'hui remis à l'ordre du jour par les économistes qui entourent Macron, et de même que l'effet ruissellement, qui ont pourtant montré qu'il n'était pas validé par les faits, par les données existantes. Voilà ce que c'est qu'aujourd'hui la politique de Macron. Je dirais que Macron a utilisé, encore une fois, la crise, et cette crise donc permet de consolider la richesse, en réalité, des classes dominantes, tout en pesant en priorité, notamment sur le secteur public. Je donne juste un chiffre supplémentaire qui n'est pas là. On a fait le calcul avec quelques-uns d'entre nous sur le fait qu'un des objectifs de Macron, c'est de réduire le poids de la dépense publique par rapport au PIB en France. 55%, il faudrait passer à 51%. Eh bien, si on prend en cumulé sur l'ensemble du quinquennat ces réductions de dépenses publiques, c'est en accumulant les dépenses année après année sur 5 ans, ça aboutit à une réduction absolument massive qui correspond plus ou moins à la taille du budget d'une année, du budget de l'État. Ce qui montre que c'est colossal et que, heureusement, ça ne se fera pas quelque part parce que c'est une politique qui est en fait affichée, qui est absolument impossible à mener, non seulement parce que on ne voit pas comment ça peut se faire, mais parce qu'on va se battre évidemment pour éviter ce genre de choses. Nous avons besoin tous et toutes ici vraiment de travailler pour faire de la pédagogie, pour expliquer cela à partir de ces quelques chiffres relativement simples à nos concitoyens, c'est de montrer qu'on est dans un cercle vicieux extrêmement dangereux dans lequel nous enferment ces politiques. Alors, je vais citer deux ou trois ouvrages, tout ce qui tourne autour de la fiscalité, toujours plus pour les riches, manifeste pour une fiscalité juste, et puis un livre collectif, d'ailleurs Peter est un des co-auteurs, j'en suis un autre, et il y a deux autres co-auteurs, qui est à l'occasion des 10 ans de la crise, prenons le contrôle de la finance. Donc on aborde finalement le diagnostic et les propositions que nous faisons. C'est un livre fait par les Attaques d'Europe, qui est à dimension européenne et qui est traduit dans plusieurs langues, notamment en allemand et on espère en anglais bientôt. Voilà. Donc, voilà les éléments d'analyse. Hein. Ce n'est qu'une introduction. Les financiers sont beaucoup plus élevés que l'investissement productif, à court terme. Donc, le système est biaisé et favorise l'investissement dans la finance, la financiarisation, et pas dans le productif. Mais maintenant, si on se tourne vers la population des entreprises qui investissent le plus, c'est-à-dire les petites et moyennes entreprises, eh bien, on s'aperçoit qu'elles ont en effet un souci, c'est que non seulement elles ont des problèmes d'incertitude et de débouchés, mais surtout, elles ont, alors, et ça rejoint un peu peut-être la question qui était posée, elles ont dans un système financier qui n'est absolument pas adapté à leurs besoins. Je prends le cas de la France, toutes les banques locales ont disparu. Elles ont toutes été rachetées par les grandes banques. Et donc aujourd'hui, il n'y a pas ce lien extrêmement important entre les financeurs et les financés, qui est essentiel, et que ce soit des banques privées, des banques publiques, locales, elles n'existent pas ou plus. Il y a en Allemagne un réseau important d'acteurs locaux, décentralisés, des banques locales, publiques, mutualistes, etc., qui n'existent absolument pas en France. Ça peut être un des éléments d'explication des difficultés qu'ont les entreprises, et donc la création monétaire ne se fait pas du tout dans les mêmes termes, si on parle de la création monétaire par les banques, dans un pays comme l'Allemagne. Pourquoi est-ce que je
les gouvernements successifs et les dominants continuent d'agir dans l'intérêt, contre l'intérêt général. Vous avez ce bloc hégémonique aujourd'hui qui domine, qui est fait à la fois d'élite financière, économique, politique, qui aujourd'hui fait tout absolument pour garder son pouvoir. Et comment est-ce qu'elle fait pour garder son pouvoir dans le contexte actuel, donc dans ce contexte de crise? D'abord, elle utilise la crise, par exemple, prenons le cas de l'idée que le secteur public doit se réduire, eh bien on privatise, c'est-à-dire qu'on recule sur les dépenses publiques sociales et on va privatiser dans le domaine de la santé, pour l'éducation ça peut se produire aussi, et ainsi de suite. Prenons un autre exemple, une autre idée, c'est que ce bloc hégémonique essaye de consolider son pouvoir en affaiblissant les contre-pouvoirs dont vous parliez à l'instant. On voit bien la loi travail, c'est l'affaiblissement notamment du rôle des syndicats dans l'entreprise. La suppression des contrats aidés dont vous avez parlé, c'est l'affaiblissement du mouvement associatif qui est tout à fait essentiel. Et donc, d'une manière générale, on voit bien qu'il y a une volonté d'affaiblir toutes les formes d'organisation associative, syndicale et autres qui sont aujourd'hui des ferments de résistance et de propositions d'alternatives. Voilà. Donc nous, c'est clair que les organisations du mouvement social, l'ATTAC et les autres, on doit s'ériger en continuer de jouer notre rôle de contre-pouvoir, c'est évident, mais aussi, en effet, et comme ça a été suggéré tout à l'heure, être présent dans toutes les luttes, non seulement de résistance, mais de propositions d'alternatives. C'est ça qui est aujourd'hui l'essentiel. Évidemment, le rapport de force ne nous est pas particulièrement favorable. Ce n'est pas une raison pour ne pas avancer, ne pas nous battre. Et le sens de cette université, justement, c'est de confronter nos expériences, nos analyses, pour aller plus loin dans non seulement cette résistance, mais cette construction d'alternatives. Ne crois pas que je t'engraine, on fait partie de la solution, partie du problème. Que tous les points se dressent, le vent souffle sur les braises, quand le peuple se lève, on est invincible. Vous êtes invincible.